Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de ce territoire. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et j'ouvre mon micro dès maintenant. Elle anime le podcast Dans leurs bottes, lancé par les jeunes agriculteurs aveyronnais, mais qui dépasse aujourd'hui largement les frontières du département. Elle, c'est Mathilde André. À raison de 2 fois par mois, Mathilde s'invite à la table du petit déjeuner, à la ferme. À travers ses rencontres, elle entend montrer l'agriculture par toutes ses facettes, ses filières, ses parcours de vie. Dans l'espoir, à peine dissimulé, de donner envie à des jeunes de s'installer. Car c'est le défi majeur que devra relever l'agriculture dans la décennie qui vient. Révéler des vocations, mettre le pied à l'étrier, grâce à un discours incarné, positif et optimiste. Loin du discours plombé qui a mis à mal plus d'une génération d'agriculteurs. Depuis plus d'1 an, Mathilde enchaîne les kilomètres à travers la France. Plus de 30 agriculteurs et agricultrices ont déjà accepté de se raconter à son micro. Aujourd'hui, on inverse les rôles et c'est elle qui passe à table. Du renouvellement des générations en agriculture, de sa passion pour le syndicalisme agricole et de son engagement pour cette même agriculture. On en parle dans cet épisode. Mathilde, bonjour. Bonjour Lola. Agriculture. Avec plaisir. Donc on est à Rodez, c'est ici que tu travailles. Oui. Tu travailles ici comme animatrice pour les jeunes agriculteurs, oui. Les JA. Et donc, c'est le syndicat des jeunes agriculteurs. Vous œuvrez pour la promotion, la formation des jeunes agriculteurs sur le territoire, l'aide à de te décaler tout le long de cet entretien pour que tu me parles de ton travail, mais à travers toi, que tu sois vraiment le filtre. J'entends pas que tu me déroules un discours des JA. Non, j'en ai pas de toute façon, donc ça tombe bien. Mais c'est de toute façon très lié à tes convictions, à tes valeurs, donc on te retrouvera sans problème. Et je voudrais commencer par là. Ce métier, tu as choisi de le faire ici, en Aveyron. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Alors, déjà parce que je suis aveyronnaise, c'est un bon point de départ. J'ai choisi de le faire ici parce que j'ai travaillé avant dans le milieu agricole, mais pas dans le syndicalisme. Et quand je suis revenue en Aveyron, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je suis arrivée au JA. Mais il y avait malgré tout un intérêt déjà avant pour la chose syndicale, quoi. Voilà, c'était quelque chose qui le syndicalisme agricole, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. J'ai eu la chance, finalement, plus que l'opportunité, de pouvoir le faire dans mon département et donc d'avoir la double conviction du territoire et des idées que porte le syndicat. C'est ça. Tu as une formation de juriste dans le droit agricole. C'est ça. Quand tu dis que le syndicalisme agricole t'a toujours intéressé, ça commence où cet intérêt Alors, on va dire que c'est en dents de scie. Il y a déjà un intérêt pour l'agriculture, puisque je suis petite fille d'agriculteur, nièce aussi. Mes parents sont pas dans le milieu agricole, mais j'ai quand même malgré tout passé beaucoup de temps sur la ferme, qui était juste à côté de chez moi, auprès de mon grand-père, qui a été agriculteur au début des années 60 et qui a donc connu toute cette marche du syndicalisme agricole, sans y être forcément très investi, mais voilà, avec quand même des valeurs de collectif, de développement aussi, puisqu'ils sont arrivés sur une toute petite exploitation et ils en ont fait quelque chose qui perdure aujourd'hui, donc c'est que ça a bien un peu fonctionné. Donc ça, déjà, ça a été le premier intérêt pour l'agriculture, c'est que malgré tout, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des Madeleines de Proust, d'aller garder les brebis avec mon arrière-grand-mère, de faire du tracteur avec mon papy, enfin voilà, ça, c'était un peu structurant. L'adolescence m'a fortement détournée de tout ça, puisque comme beaucoup d'ados, j'étais plus intéressée par d'autres trucs. Et c'est revenu par le prisme de l'histoire. Je suis passionnée d'histoire à titre perso, quoi. Et finalement, le territoire de l'Aveyron, il est aussi structuré par cette agriculture-là, et donc par l'histoire de cette agriculture. Et puis, il y a un personnage qui est emblématique, on en reparlera forcément, qui est Raymond Lacombe, un jour, je suis tombée sur sa biographie, je l'ai lue. Je suis tombée sur ses discours, je les ai lus. Et je me suis dit que c'était incroyable, en fait, que c'était fou, que c'était de voir ce petit monsieur sur des vidéos à Paris, devant 100 000 personnes, faire un discours et de se dire qu'il venait finalement d'Aveyron. Et je trouvais ça magique un peu. Je n'ai pas trop de mots pour l'expliquer, mais... Et en fait, ça, donc cet intérêt-là, on va dire personnel, s'est retrouvé face à des études où il fallait choisir un secteur d'activité. Et comme je faisais des études de droit, j'ai dû faire un stage en licence
Et je l'ai fait à la FDSE de l'Aveyron, auprès de la juriste, donc Sylvie, qui est un peu à l'origine de tout ça. Et du coup, là, ça a été une révélation, en fait, de me dire, mais c'est fou. Enfin, c'est incroyable comme on peut aider des gens. Je me souviens notamment d'une réunion que j'avais fait avec un des animateurs syndicaux. Alors, c'était une réunion sur les ovins-viande. Et il y a une dame, qui est une agricultrice, qui a pris la parole et qui a dit, vous vous rendez compte, je travaille toute la journée, toute la semaine, et je suis obligée d'aller habiller mes enfants chez Emmaüs. Et à l'époque, on parle du milieu des années 2000, la seconde main, c'était pas trop la mode. Et en fait, ça a été vraiment une phrase où je me suis dit, mais comment... Enfin, pour moi, la aveyronnaise, la valeur travail, c'était important, mais le travail était corrélé au revenu. Et là, je me rendais compte que finalement, c'était pas le cas. Alors, peut-être que ça fait un peu idiot de se rendre compte de ça à 20 ans, mais à ce moment-là, je me suis dit, en fait, moi, ces gens-là, je veux les aider, quoi. Enfin, mon métier, je veux que ça serve à aider des agriculteurs. Et je pense que ça a été vraiment le déclic qui a fait que tout le reste a déroulé, avec plus ou moins de liens directs avec les agriculteurs, mais en tout cas, ça a été le déclic, quoi. Ok, juste, je me permets 2 petits points d'explication à ce moment-là. Vas-y. Donc, Raymond Lacombe, qui a été président national de la FDSEA. FNSEA, oui. FNSEA, sur le coup, oui, pardon, je me mélange toujours entre la fédération nationale et départementale. Et juste, il a été aussi président, en fait, de la jeunesse agricole chrétienne, qui était l'ancêtre historique de JA, et en fait, qui était un mouvement qui était très structurant et alors, bien que chrétien, très révolutionnaire dans les milieux ruraux dans les années 50-60, et qui a vraiment structuré le département aussi dans tout ce qui a émergé derrière, quoi. C'est aussi cet impact-là qui est important. Toute cette histoire-là, on en parle dans l'épisode de Finta avec Marie-Thérèse Lacombe, évidemment, qui est donc l'épouse de Raymond et qui a été un bras droit plus qu'actif dans leur engagement commun. Ouais. Ils étaient tous les deux agriculteurs sur le Ségala. Bon, voilà, c'est un vrai pan de l'histoire agricole aveyronnaise. Qui revient un petit peu, justement, grâce au travail des JA de la FDSEA, qui a quand même l'exemple de ce Raymond Lacombe dans son histoire. Et donc, les JA sont un peu les petits frères et sœurs de la FDSEA. Il y a quand même un vrai lien entre les deux syndicats. Il y a un lien sur la vision agricole qu'on a. Je pense que l'idée d'avoir une agriculture qui est rémunératrice, qui... Voilà, c'est un peu des idées syndicales, normalement, c'est pas moi qui les porte, mais qui du coup est une agriculture qui produit, et en fait, où c'est un métier dont les gens gagnent leur vie, même s'ils le font avec passion. Enfin, c'est absolument pas antinomique. Ça, c'est effectivement la même vision. Après, de dire qu'on est les petits frères, je pense qu'il y en a quelques-uns qui seraient pas contents, mais en tout cas, on travaille régulièrement ensemble. Après, on a des sujets, des fois, qui sont un peu différents, et puis parce qu'on n'a pas les mêmes sujets d'expertise aussi. Et puis, on a une façon de voir le syndicalisme différemment, puisque chez JA, il y a quand même du travail avec une grosse dose de convivialité qui est très importante. Ok, moi, quand j'entends des petits frères, c'était surtout sur le fait que quand on n'a plus l'âge d'être JA, assez naturellement, beaucoup basculent vers la FDSEA. C'est ça. Bon, là, c'était pour la petite parenthèse, pour clarifier quelques termes que tu avais utilisés dans ta réponse précédente. Et donc, tu parles de ta volonté vraiment d'aider les agriculteurs, donc de promouvoir, de les faire parler. Mais toi, tu te dis incapable, en tout cas, tu exprimes le fait que tu ne penses ne pas avoir les capacités pour être agricultrice toi-même. Ouais. Tu maintiens ? Je maintiens. Pourquoi ? Je maintiens parce que je trouve qu'il faut beaucoup de courage et que je suis pas quelqu'un de très courageux. Je trouve que c'est un métier qui est très dur, qui peut être inconfortable. Parce que chef d'entreprise, moi je suis fille de kiné qui était profession libérale et c'est la même problématique. Je pense qu'en fait l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut avoir beaucoup de courage. Et moi je suis pas certaine d'avoir ce courage-là en fait. Et je trouve que je suis très admirative en fait des jeunes qui prennent la voie de l'entrepreneuriat de manière globale. Et après il y a effectivement une dimension sociale. C'est que moi il faut que je parle. Et je l'ai déjà dit, mais agriculteur, je vais très régulièrement sur des fermes, mais il y a aussi une dimension de solitude, sans que ce soit négatif, mais de silence aussi, qui moi, je pense, serait dur à supporter. Et pour en discuter avec des agriculteurs, eux, ils trouvent beaucoup de sens, justement, dans ce silence et cette part de solitude. Et c'est pas parce qu'ils sont seuls dans la vie, c'est parce que dans le cours de leur journée, à des moments, ils sont seuls. Et moi, j'avoue que ça, j'ai un peu de difficulté. Je suis un peu un être social exacerbé. Si on revient à ton envie donc de donner la parole, d'aider, c'est aussi pour là que je suis là et que je te rencontre aujourd'hui. C'est parce que
tu es à l'animation du podcast Dans leurs bottes, que les JA Aveyron ont lancé en novembre 2020. Ouais, c'est ça. Depuis, tu sors largement des frontières aveyronnaises à la rencontre d'agriculteurs. Donc 2 fois par mois, tu sors un nouvel épisode que tu enregistres au moment du petit déjeuner. C'est ça. J'aime bien, et je me permets de citer ton générique de début de chaque épisode. Tu commences en disant que les agriculteurs donc, sont de moins en moins nombreux, que les Français les aiment, leur cherchent même des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils? De quoi est fait leur quotidien? Ils nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre, tu t'invites à leur table du petit déjeuner, qui est un moment particulier dans la journée de l'agriculteur. Ouais. Il y a déjà une partie du travail qui est fait. Alors, c'est la pause. Sur les éleveurs, c'était assez évident que c'était un moment charnière. Sur les productions végétales, ils acceptent que je vienne au petit-déj, mais il y a pas forcément le même nœud qui se joue au moment du petit-déj. Mais pour les éleveurs, oui, c'est sûr. Ouais. Et moi, la première réflexion que j'ai en écoutant ton podcast, qui est celui des JA, tu le personnalises, oui. Mais on rend à César l'initiative de ce podcast. Évidemment. Moi, j'ai quand même l'impression que le lien avec les agriculteurs, il est plutôt renoué entre les Français et les agriculteurs. Il y a eu un agribashing qui est cause de souffrance. C'est pas renier ça que de dire ce que je dis, mais en tout cas, on sent que les Aveyronnais, oui, les Français aiment leurs agriculteurs, qui savent ce qu'ils leur doivent, qu'il y a plutôt une envie aujourd'hui de comprendre et d'avoir des outils pour les aider concrètement, les agriculteurs, en achetant des produits dont la production est valorisée, dont le prix payé à l'agriculteur est juste par rapport à sa production. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une envie d'aider. Dis-moi ton ressenti, toi. Je veux dire. Sur Dans leurs bottes, effectivement, l'idée, c'était vraiment de personnifier déjà l'agriculture. Parce qu'effectivement, les Français aiment les agriculteurs, mais sont très méfiants vis-à-vis de l'agriculture. Mm-hmm. Il y a 2 nuances sur ça. Faut savoir qu'en France, on a déjà l'agriculture la plus durable du monde. Et quand on dit ça, c'est pas pour se gratter le ventre, c'est qu'en fait, on est sur des structures qui sont... le maintien de nos structures et de la façon dont c'est fait, c'est assez inédit dans le monde. Après, je pense qu'en Aveyron, effectivement, on a ce prisme de se dire que nos agriculteurs, ils ont besoin de soutien, qu'on va les aider. Et notamment au travers des circuits courts, on a pu voir pendant le premier confinement à quel point ça a explosé. C'est des choses où en fait les gens se sont un peu sont revenus finalement sur toute cette méfiance qu'ils avaient et se sont dit que les agriculteurs, en tant que encore une fois entrepreneurs et personnes, avaient besoin de soutien. Après, juste pour dézoomer un peu, moi j'ai eu la chance d'habiter à Paris pendant plusieurs années en banlieue. Et de voir en fait ce qu'était la consommation alimentaire dans des banlieues plutôt modestes, voire pauvres, du 93. Clairement, on n'est pas du tout sur le même enjeu en fait. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que ces gens-là aussi, ils ont le droit d'avoir une agriculture de qualité et une alimentation de qualité du coup. Et on peut pas se limiter à aider quelques agriculteurs par du circuit court, mais à créer une caste alimentaire qui fait que ces gens-là vont mal manger. Il faut absolument que toute l'agriculture française réussisse à monter monter en gamme. Non, parce qu'elle est déjà très bonne, mais en tout cas qu'elle se maintienne et que les gens comprennent que aujourd'hui, déjà, acheter français, ça veut dire acheter quelque chose qui est sain, qui est sûr. Aujourd'hui, en France, on ne meurt pas parce qu'on mange. C'est pas le cas dans beaucoup de pays dans le monde, en fait. Et ça, c'est vachement important de montrer au grand public, et c'est l'objectif de Dans leurs bottes, c'est que les agriculteurs, dans leur façon d'être, on se rend compte tous qu'ils ont un souci, c'est de bien faire leur travail. Pour nous, c'est évident, la proximité avec l'agriculture, parce qu'on a tous un lien en Aveyron qui soit un peu distendu peut-être maintenant, mais on a quand même tous un lien. Si on va dans et on le voit au moment du salon de l'agriculture d'ailleurs, si on va dans des endroits beaucoup plus urbanisés, en fait, il y a des gens qui n'ont aucun lien avec l'agriculture et qui n'ont même pas de lien entre le plat qu'ils consomment et l'agriculture, vu qu'ils vont être sur de l'ultra transformé. Et donc, du coup, c'est important aussi de leur faire reconnecter que le pain qu'ils achètent, c'est grâce à du blé. Et si ce blé, il est français, ils sont sûrs que ce blé, il sera bon. Et qu'il aura respecté des normes qui permettront qu'il soit bon. Et en fait, ça, c'est pour nous, en Aveyron, ça nous semble évident. Hors de l'Aveyron, c'est peut-être moins évident des fois. Est-ce que tu sais, avec le recul que tu as depuis 1 an, que tu arrives à toucher le grand public? Est-ce que ce cap, il est passé ou pas? On sait qu'on commence à le faire. Là, on a été, il y a 2 semaines, on a eu une citation sur France Inter dans l'émission d'Antoine Decaune. Donc ça, on sait qu'on l'a... Là, ça, on a vu au niveau des audiences que ça a un peu bougé.
Mais après, de toute façon, c'est un outil sur lequel il faut communiquer. Les podcasts, c'est en pleine explosion. Il y a une offre énorme pour un public de consommateurs qui est grandissant, mais qui n'a pas non plus 500 heures à y consacrer. Donc là, typiquement, au Salon de l'Agriculture, on va faire beaucoup de communication sur un public plus parisien. On sait qu'on a touché du grand public parce qu'on a des retours via les réseaux sociaux. Et alors, ce qu'il y a de bien dans leur botte, c'est qu'a priori, ça intéresse le grand public, ça intéresse aussi les agriculteurs d'ailleurs, parce qu'en fait, ils apprennent plein de trucs aussi. Donc, on réussit à toucher 2 cibles qu'on n'avait pas forcément visées. Et donc, pour l'instant, on a encore un plafond de verre à passer au niveau du grand public, mais on sent que ça commence à bouger là, depuis 3-4 mois. Ouais. Dans un épisode, alors je me souviens plus très bien lequel c'est, mais justement, tu dis le fait que, qu'il ne faut pas se limiter à ce que les médias disent de l'agriculture. Moi, Finta est aussi née d'une remarque d'un agriculteur qui m'a dit toute la défiance qu'il avait envers les journalistes. Donc, il y a un vrai sujet quand même chez les agris qui ont peur du média, des conséquences que ça peut avoir et de la petite phrase qui peut être extraite, de la photo qui fuite. Donc, cette défiance-là, je la comprends. Et à la fois, ça me questionne aussi dans le fait que les agris doivent parler d'eux-mêmes, de cet entre-soi qui peut naître aussi du fait qu'on est les mieux placés pour parler de nous. Et qu'est-ce que ça dit de passer la frontière ensuite pour toucher le consommateur finalement? La défiance sur les médias, je crois que c'est pas moi qui l'ai dit, je pense que c'est un agriculteur qui a dû la dire. En fait, je pense pas qu'elle soit vis-à-vis de tous les médias, parce qu'aujourd'hui encore, on voit des agriculteurs qui témoignent dans les médias, et elle est plus vis-à-vis déjà de la reprise sur les réseaux sociaux. Et je pense que dans les médias, il y a aussi les médias sociaux. Et puis, clairement, il y a eu quand même toute une série alors c'est plutôt de la télé, de reportages très à charge sur l'agriculture, faisant l'amalgame entre beaucoup de choses. Et je pense qu'elle est plus vis-à-vis de ces médias-là, en fait. De ces médias, finalement, qu'on peut qualifier un peu d'hors-sol. J'ai pas la sensation que vis-à-vis de la presse quotidienne régionale, typiquement, il y a beaucoup de défiance. Les agriculteurs, déjà, ils en sont très consommateurs. Mais en plus, je crois pas que ce soit un entre-soi. Je pense que c'est plutôt qu'ils ont quand même fait face à des vagues de violence, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi sur leurs fermes, puisqu'il y a eu des actes de violence sur des fermes. Aujourd'hui, on parle quand même de gens qui sont là pour produire de la nourriture, que nous allons consommer, et qu'on accuse de choses auxquelles on comprend rien, en fait. Remettre un peu de bon sens au sein de tout ça, je pense que c'était nécessaire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, l'agribashing, depuis 3-4 ans, on en entend un peu moins parler. On se rend compte que les agriculteurs ont un peu repris la main aussi. Et je pense que c'était nécessaire qu'ils reprennent la main sur leur communication. Après, de là à faire de l'entre-soi, je suis pas sûre qu'on va y tomber, mais on partait tellement de loin, en fait. Il y avait tellement plus de liens entre médias, agriculteurs, milieu agricole. C'était tellement distendu que je suis pas sûre qu'on va arriver à de l'entre-soi. Je pense que c'était important que, déjà, eux s'accaparent le rôle de premier avocat de leur métier. Mmh. C'était important qu'ils reprennent cette mission-là. Je pense que c'est en train de se faire. On le voit, il y a énormément d'initiatives et c'est très bien. Le Salon de l'Agriculture, c'est aussi un moment, mais finalement qui était très ponctuel, qui aujourd'hui est un élément parmi tant d'autres pour parler d'agriculture aux médias, aux responsables publics, politiques et au grand public. Et du coup, je pense pas qu'on va tomber dans l'entre-soi parce que malgré tout, on a toujours besoin des médias et le débat médiatique est intéressant. C'est pas la question. Et pour le coup, on peut pas nier que l'agriculture est au milieu de grandes tendances sociétales et doit clairement se réinventer comme énormément de secteurs. Non, ça y est. Est-ce que toi, tu vas sur ces questions qui peuvent fâcher? En tout cas, est-ce que tu permets aux agriculteurs que tu rencontres de s'exprimer sur leur vision? Parce que vous n'êtes pas forcément d'accord, ni toi avec eux, ni entre eux sur tous les sujets. Mais est-ce que tu oses ces questions qui peuvent déranger, mais qui permettent... auxquelles on a juste besoin d'entendre des réponses, des nuances et parfois des contradictions pour avancer. Alors, c'est vrai que le fait de ne pas être d'accord, ça m'est déjà arrivé. Et j'avoue que ce n'est pas très agréable pendant un enregistrement, parce que c'est là où je ne suis pas journaliste, donc c'est le plus dur. Oui, moi, j'ai l'impression de leur poser quand même, de leur poser les questions pour comprendre qui ils sont. Ça m'est arrivé de demander pourquoi une personne n'était pas en bio. Ça m'est arrivé... Et en fait, après... de là à leur parler frontalement, à leur dire est-ce que tu traites bien tes animaux, je pars du principe que quand on est éleveur, on n'a toujours rien à gagner à maltraiter ses animaux. Après, il y a des problèmes
personnels autres qui vont faire qu'on peut arriver à des situations de maltraitance, mais un éleveur bien dans ses bottes, c'est le cas, il n'a aucun intérêt. Donc, je ne vais pas aller lui poser la question frontalement comme ça. Par contre, ça peut m'arriver de demander pourquoi est-ce qu'il a mis en place des choses pour justement améliorer les conditions de vie de ces animaux. Mais ça va être vraiment au fil de la discussion. Ça peut m'arriver aussi sur le bio, je sais que j'ai posé la question plusieurs fois. Et puis, en fait, ça permet aussi de relever des initiatives qui permettent de répondre à ces attentes, mais qu'en fait, le grand public ne connaît même pas. Je pense notamment à Jérémy, que je suis allée voir en PACA, alors c'était Alpes-Provence-Côte d'Azur, je crois. C'était Alpes de Haute-Provence, pardon, qui est arboriculteur, qui a toute une démarche de gestion de ces pesticides sur les fruits, mais c'est des démarches qu'en fait le grand public ne connaît pas et qui permettent quand même d'avoir un fruit qui est sain. Même s'il utilise des produits phytosanitaires. Et donc, en fait, ces démarches... Je trouve que l'intérêt, c'est aussi de mettre en avant ça. Je repense aussi à... Alors, je sais plus qui c'est qui... je crois que c'est Samuel qui fait des traitements bas volume. Ça veut dire qu'on est sur de la supradilution de produits phytosanitaires dans de l'eau. On utilise vraiment une toute petite dose, mais qui a des effets. Et donc, en fait, de mettre en avant tout ça, ça permet aussi de montrer que finalement, sans que le grand public le sache, les agriculteurs, ils ont déjà pas mal fait de choses, quoi. Et effectivement, on peut toujours sortir un exemple caricatural, mais en fait, il y a plein de petites initiatives qui petit à petit répondent aux attentes de la société. Et pour le coup, le podcast, donc tes podcasts, ils durent entre 30 minutes, 1h15. Oui, ça dépend si c'est des bavards ou pas. c'est très variable, mais c'est quand même toujours du temps long qui permet d'expliquer ce cheminement. Oui. Et c'est un peu là où je voulais t'amener, de dire t'es en bio, t'es pas en bio. En soi, peu importe, mais si pourquoi? Tu peux m'expliquer le pourquoi par rapport à ce que tu élèves, produis. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment de réussir à leur donner le temps de parler d'eux, de parler de leur ferme et de parler de leur choix. Et du cheminement. Enfin, exactement, et de comment on arrive au choix, évidemment, entre ces trois triptyques-là. Il y a peut-être une question sur le choix de tes invités, parce que tu as commencé donc en Aveyron avec 2-3 épisodes de mémoire. Oui. Et assez vite, tu es partie dans toute la France. Ça te demande un temps énorme, j'imagine, ne serait-ce que de trajet. Oui. Alors, déjà, j'optimise. J'optimise en général. Oui, en fait, au début, on s'est jamais dit que ça devait rester en Aveyron. On s'est dit qu'on était très fiers d'avoir eu l'idée avant tout le monde, parce que ça bruissait un peu de partout. On sentait que le podcast, ça montait. On est très vite partis parce qu'on s'est dit que ça permettait d'offrir aussi un panel complet et finalement d'apporter aux Aveyronnais des infos aussi sur ce qui se faisait à l'extérieur, à l'étranger, j'allais dire. On n'est pas en guerre avec les autres, à part les Tarnais, mais... T'as pas été dans le Tarn encore. Ouais, non, mais parce que j'ai des blagues régulières sur les Tarnais dans leurs bottes, c'est pour ça. Mais du coup, voilà, l'idée, c'était d'aller effectivement hors de l'Aveyron. Le choix des invités, il est extrêmement subjectif. C'est-à-dire que faut que j'ai envie d'aller voir quelqu'un. C'est le premier critère que je me donne. Et le deuxième, il faut que je réussisse à le rentrer effectivement dans mon planning. Ce qui fait que François de la Manche, je l'ai enregistré pendant mes vacances dans la Manche. Voilà, j'optimise aussi énormément mes déplacements. Je fais des tournées aussi où j'enregistre plusieurs. Je pars, voilà. Et puis après, on se limite pas au réseau JA. Le réseau JA, on l'a beaucoup utilisé au début parce que, malgré tout, ça nous permettait d'avoir identifié des profils un peu sympas. Enfin, François, pour le coup, de Haute-Savoie, que je suis allée voir, c'est un personnage un peu emblématique du réseau JA. On a eu Samuel, qui est aussi le président actuel de JANAT, mais on ne s'est pas limité à ça. Et en fait, on a cette démarche très ouverte de se dire, il faut juste que le seul critère, c'est que moi, j'ai envie d'aller lui poser des questions et que j'ai quelque chose à lui demander. Et après, tu varies vraiment les profils, les filières. J'essaie, aussi pour m'intéresser, parce que les bovins laits, c'est ce que j'ai fait le plus. Alors, c'est ce qui m'intéresse le plus à titre perso, mais du coup, j'avoue que je commence à devenir assez plus calée en bovin lait, ce qui fait que les questions que je pose, elles sont aussi un peu moins faciles à suivre. Donc voilà, là, c'est vrai que sur les bovins laits, on va sûrement faire un peu une pause. Puis là, l'objectif, c'est de réussir à faire un peu tous les types de productions. Et au-delà des productions, tu as aussi ceux qui ont toujours grandi dans la ferme de leurs parents en sachant qu'ils allaient la reprendre. Il y a ceux qui arrivent sur le tard. Il y a ceux qui ont fait des études, qui ont une autre vie professionnelle pour y revenir. Bon, voilà, tu varies aussi ces parcours de vie-là. Ça, en fait, on les varie, mais sans le vouloir. C'est-à-dire que c'est l'agriculture qui est variée et les agriculteurs qui sont variés.
variés. C'est vraiment pas des critères qu'on s'est posés. Les types de commercialisation, faire du circuit court, pas du circuit court, être hors cadre ou cadre familial, avoir fait des études ou pas, avoir repris tout de suite, avoir travaillé. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la démonstration absolue de la diversité de l'agriculture parce que c'est pas des critères qu'on recherche, en fait. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ces entretiens depuis 1 an? Vous avez 2 heures. Moi, j'ai le temps. J'en retiens. Alors déjà, j'en retire une énorme fierté. Vraiment, c'est très personnel là, et pour le coup, c'est un peu le moment égoïste et égocentré du podcast, mais j'en retire une énorme fierté parce que je les trouve tous formidables en fait. Je trouve qu'ils sont tous inspirants, intéressants, ils m'ont tous appris quelque chose. Ils sont tous innovants, chouettes à entendre, convaincus. Il y en a qui sont engagés et c'est tellement émouvant de voir l'engagement comme ça. Ils sont émouvants aussi pour certains, c'est vrai aussi. Donc déjà, moi, j'en retire une énorme fierté d'avoir su les mettre en lumière, en fait. Voilà, juste d'avoir servi, d'avoir pu les mettre en avant et faire entendre leur histoire, c'est vraiment une énorme fierté. Ensuite, qu'est-ce que j'en retire ? J'ai appris quand même beaucoup de choses parce que, comme on l'a dit, moi, j'ai une formation de juriste agricole. Donc moi, comment on fait pousser des blés, je ne le savais pas. Les animaux, vu que je suis aveyronnaise, ça allait un peu mieux. Mais sur les productions végétales, j'avoue que j'ai appris une multitude de choses, quoi. Donc j'espère que les gens qui écoutent ont appris aussi plein de trucs. Hein. C'est l'objectif, c'est pas que moi. Et puis après, j'en retire un réseau. C'est qu'en fait, quand on les recroise, c'est plus tout à fait la même relation qu'avant. Donc c'est très rigolo. Et ce que je dis dans mon podcast, je l'ai encore vécu la semaine dernière. On est très contents de se voir, mais on n'a plus rien à se dire. Avec ceux que tu as rencontrés. Ouais, et du coup, c'est très drôle parce qu'en fait, vraiment, on sent qu'il y a eu un temps un peu hors du temps justement qui s'est passé où on a discuté de choses aussi. Souvent, ils m'ont confié des trucs un peu personnels et tout. Mais en fait, on a tellement échangé qu'il y a vraiment ce moment, c'est très très drôle. Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, mais on n'a plus grand chose à se dire. À part salut, tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Et après, je sais toute ta vie, donc tu peux t'arrêter là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quand même discuté un peu avant le podcast, beaucoup pendant, un peu après. Et donc, tout va bien. Voilà. Mais c'est assez rigolo, ouais. Quand tu arrives sur une exploitation, avec quelle envie est-ce que tu y vas ? Qu'est-ce que tu as envie de savoir, de demander ? Alors, quand j'arrive sur une exploitation, déjà, moi, de nature, je suis très curieuse. Donc, de toute façon, le podcast, il est parti aussi de ça, c'est que les Aveyronnais, je les enquiquinais tellement tout le temps à mes questions qu'au bout d'un moment, on est tous convenus que ce serait bien d'aller poser des questions à d'autres aussi. Donc, j'arrive avec l'envie qu'ils me racontent tout. Bon, c'est absolument pas possible. Mais plus techniquement, j'arrive avec une liste de questions préétablies que je respecte rarement. Au début, ça me rassurait parce que, encore une fois, c'est pas mon métier initial. Et puis, en fait, ça va être vraiment en fonction de ce qu'ils me disent. Mais j'ai juste envie. Je pense que la première envie, j'ai envie qu'ils passent un bon moment, que la discussion, ça leur convienne, et qu'à la fin, ils soient fiers du rendu. Voilà, qu'ils aient aucun moment où ils regrettent des choses qu'ils ont dit. Voilà, l'objectif, c'est vraiment ça. On parle beaucoup de bienveillance en ce moment et je pense, et j'espère en tout cas qu'ils le vivent comme ça, que la démarche dans leur boîte, elle est extrêmement bienveillante. L'idée, c'est pas de faire du lobby avec des messages tout préconçus, mais c'est que eux, puisqu'on va les voir en tant qu'hommes, les titres des épisodes, c'est leur prénom, ça veut dire quelque chose aussi. Hommes et femmes, j'entends, c'est homme avec un grand H. Mais c'est vraiment de se dire qu'à la fin, ils en sont fiers. Enfin, je trouve que la fierté, c'est quand même le sentiment le plus chouette qu'on peut ressentir, quoi. D'être fier d'un truc qui parle de soi et des idées qu'on a apportées. C'est une fois qu'ils sont fiers, moi, mon boulot, il est fait, quoi. C'est hyper valorisant, bien sûr. Ouais, c'est ça. Tu en parlais tout à l'heure, donc finalement, tous ces visages que tu as rencontrés, captés, enregistrés, ils illustrent la diversité de l'agriculture française. Toi, particulièrement dans tes missions au JA, tu t'occupes de la transmission et de l'installation des nouvelles générations dans l'agriculture. Ça a fait l'objet d'un congrès national, d'une session nationale. Je me mélange toujours, à Millau le mois dernier. On s'en sort plutôt moins mal qu'ailleurs en Aveyron, puisque pour 3 départs en retraite, il y a 2 installations, donc ça reste un solde négatif, mais on est encore sur un peu d'espoir pour le coup. Par quoi il passe ce grand défi pour l'agriculture française qui est d'attirer de nouvelles générations ?
Alors déjà, il y a une chose qu'il faut absolument savoir, c'est qu'en Aveyron, donc ce qu'on appelle le RGA, le renouvellement des générations, donc c'est installation et transmission, en fait, c'est même plus de l'ordre de l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. On a 2800 agriculteurs qui ont plus de 58 ans aujourd'hui sur le territoire. Imaginez à l'échelle d'un plan social ce que ça fait en fait. C'est considérable. Il faut savoir aussi que derrière chaque agriculteur, on considère souvent qu'il y a 7 emplois induits. Ça veut dire qu'un agriculteur va permettre qu'il y ait 7 salariés. Donc si vous multipliez tout ça, vous vous rendez compte potentiellement de la variable en termes de dynamique économique et salariale sur le département. On est un département qui a eu la chance de conserver énormément d'agriculteurs par rapport à d'autres départements, alors pas forcément voisins, mais dans d'autres régions où il y a vraiment une masse agricole qui est plus faible. Nous, on a encore beaucoup d'agriculteurs. Il faudrait des heures et des heures pour expliquer pourquoi, mais c'est une chance qu'on a en Aveyron. Aujourd'hui, le renouvellement des générations, on sait qu'il va passer par plusieurs points. On ne pourra pas se limiter aux enfants d'agriculteurs, donc il faut qu'il y ait des gens qui aient la vocation, qui ne soient pas issus du milieu agricole. On sait aussi que forcément, il va falloir que ça passe par des prix rémunérateurs. Mais bon, ça, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et on espère qu'on va y arriver. Il faut aussi, et la grande dimension, c'est qu'on réussisse à montrer par A plus B que c'est un métier qui est vivable. Souvent, on parle de viabilité pour l'économique, mais de vivabilité, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des vacances, qu'on va pouvoir prendre des jours de repos, qu'on va pouvoir aller au foot le mardi soir, qu'on va pouvoir élever ses enfants. Et ce métier-là, il a longtemps été vu que par le prisme de l'astreinte, qui est vrai en élevage. Effectivement, les animaux, ils sont là, il faut les nourrir. Bien évidemment, quand on fait de la traite, il faut traire. Mais malgré tout, ce qui ressort des podcasts et ce qui est vachement important à mettre en avant dans cet enjeu du RGA, c'est que tous, mais absolument tous les agriculteurs qu'on rencontre, la première chose qu'ils nous disent, c'est « moi, dans mon métier, je me sens libre ». Alors oui, il y a l'astreinte, mais au milieu de toute cette astreinte, il y a une liberté qui est folle, en fait. Et ça, c'est donner envie aux gens qui ne sont pas du milieu agricole de venir découvrir cette liberté-là, en fait. Comme dans tous les secteurs d'activité, il y a des difficultés. Mais l'agriculture, c'est une activité où il y aura jamais de chômage, parce que clairement, tout le monde a encore besoin de manger. Ça m'étonnerait qu'un jour, on n'ait plus besoin de manger. C'est un secteur qui a des enjeux incroyables en termes de territoire, d'environnement. Si quelqu'un est passionné par, je vais dire n'importe quoi, mais par l'écologie, il peut aussi trouver sa réponse dans l'agriculture. Si quelqu'un est passionné par la biologie, clairement, vas-y. Enfin, tu es le premier biologiste de France, quoi. Tu gères du vivant. Si quelqu'un est intéressé par le commerce, il peut y aller aussi parce qu'il y a des façons aussi de faire du commerce. On a des structures agricoles où il y a un associé qui ne s'occupe que de la commercialisation. En fait, ça répond à tout un panel d'envies. Et il faut absolument que les jeunes s'y intéressent sérieusement, en fait, à ce métier-là. Et je pense que c'est vraiment en réussissant à promouvoir le métier, en défendant, en créant aussi un cadre, mais bon, ça c'est plus du syndicalisme et de la politique, mais en créant un cadre qui leur permet d'y être heureux, il faut absolument qu'on réussisse. On n'a pas le choix, en fait. Vraiment, c'est très important. On n'a pas le choix. Il faut qu'on installe les jeunes. Il faut absolument qu'on installe les jeunes. Et c'est ce que permet le podcast, là encore, vraiment d'en parler, de l'incarner et de voir des agriculteurs heureux et bien dans leurs bottes. Elles sont comment tes bottes à toi, puisque c'est ta question rituelle? Alors, mes bottes à moi. Donc là, elles sont sales parce que le dimanche soir, en général, je vais pailler et traire. Donc là, elles sont sales. J'ai pas eu le temps de les laver hier, donc elles puent un peu la vache. Et elles sont... techniquement, elles sont assoufflées parce que comme je suis un peu ronde, j'ai des gros mollets. Et que les bottes, j'ai détesté ça avant parce que ça me serrait et que maintenant, j'en ai trouvé des parfaites. Donc, je suis ravie. Ce qui fait que mon chien les mange régulièrement, d'ailleurs. Donc, il faut que je les change. Et puis après, plus philosophiquement, elles sont confortables. Elles sont confortables évidemment parce que il y a de la conviction et que du coup, il y a voilà, tant qu'il y a de la conviction, elles seront confortables. Et ma question rituelle à moi, alors pour le coup, c'est en quoi est-ce que tu crois? Alors j'avoue, j'y ai un peu réfléchi. Ouais. De plus en plus, on me l'a fait celle-là. Ouais, c'est pour ça que j'ai changé la dernière question du podcast. Je dirais que je crois en deux choses. La première, c'est la conviction. J'ai la grande joie aujourd'hui de faire un métier où je suis convaincue de mon sujet. Et ça donne une force et une puissance d'action qui est hyper, encore une fois, agréable et qui
qui donne l'impression qu'on peut soulever des montagnes. Donc la conviction, je trouve que c'est quelque chose qui est très important, quelle qu'elle soit. Et la deuxième chose, c'est l'humour. Parce que ce que je dis très souvent au JA, c'est qu'on fait pas on est très peu, il y a très peu de monde qui fait des transplantations cardiaques. Donc toutes nos actions, on peut les faire vraiment en rigolant et sans se prendre trop au sérieux, en le faisant le plus sérieusement du monde. Mais l'humour, purée, qu'est-ce que ça fait du bien quand même. Merci beaucoup Mathilde. Merci Lola. Merci. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 2 de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. Et si vous voulez recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Finta. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux. Je me suis paumée sur une réponse, mais nulle. Bref. Mais non, mais tu rigoles ou quoi? Non, j'ai été nulle sur l'histoire de l'agriculture, la bouffe, je sais pas ce que j'ai dit. Mais souvent, tu sais, quand on se perd dans les réponses, c'est que la question n'est pas claire. Ouais, et là, je me suis perdue dans la réponse. Donc, je prends la responsabilité. Ouais, écoute, je te laisse te débrouiller avec ça. Ça me va.